Et si le péril majeur en Afrique de l'Ouest n'était pas la succession de coups d'État, mais bien l'agonie silencieuse d'une démocratie désertée par l'espoir populaire? Pour la première fois de son histoire, la CEDEAO proclame l'état d'urgence. Non contre le terrorisme, ni face à l'exode de millions de civils, ni même contre l'insécurité galopante du Sahel. Non, ce cri d'alarme vise uniquement la multiplication récente des putschs militaires. Ce réflexe brutal, presque paniqué, tranche radicalement avec la prudence coutumière de la diplomatie régionale. Quelque chose de fondamental vient de se fissurer. Dans de nombreuses capitales, les foules acclament désormais les militaires plus forts que les dirigeants élus. La CEDEAO ne cherche plus seulement à stopper les putschs, mais à contenir une érosion fulgurante de l'autorité civile, minée par une défiance populaire sans précédent. Car la crise couvait depuis longtemps. Année après année, l'écart s'est creusé entre les promesses de démocratie et la réalité. Chômage endémique, violences quotidiennes, écoles désertées, justice absente. Progressivement, la population a cessé de croire que le vote pouvait changer leur existence. Dès lors, une question lancinante s'impose. La CEDEAO lutte-t-elle contre les militaires, ou tente-t-elle surtout d'éviter que chacun prenne conscience de l'échec cuisant d'un système dont nul ne se sent plus responsable? Si ce basculement n'est pas compris, la région risque de s'enliser durablement dans des régimes militaires et de voir s'évaporer, pour une génération ou davantage, toute chance de démocratie ancrée dans la volonté du peuple. Pour saisir l'ampleur de l'urgence, il faut revenir sur la chaîne d'événements récents et décrypter ce qui, dans la dynamique ouest-africaine, a irrémédiablement changé. Regardons donc, étape par étape, comment la confiance s'est effritée et pourquoi, aujourd'hui, le fossé semble impossible à combler. L'histoire récente révèle plus qu'une succession de crises, elle expose un effondrement silencieux. La succession de coups d'État en Afrique de l'Ouest n'est pas un simple hasard, c'est le résultat d'alertes ignorées, de fissures creusées au fil des années. En moins d'une année, la région a connu une série de ruptures, d'abord en Guinée-Bissau, où le président a été renversé par l'armée, puis une tentative de putsch au Bénin, longtemps considéré comme un îlot de stabilité. Et avant cela, des renversements répétés au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger. Ce qui semblait hier exceptionnel devient aujourd'hui la norme brutale. À chaque intervention militaire, la CEDEAO a répondu sur le mode habituel: condamnation, sanction, suspension. Mais cette stratégie, conçue pour sauver la façade démocratique, s'est heurtée à une évidence plus grave. Il ne s'agit plus de crise isolée, mais d'un malaise régional profond que la façade ne suffit plus à masquer. Le plus troublant, c'est la réaction populaire. Les citoyens ne se mobilisent plus pour défendre les urnes. Les jeunes, censés porter l'espoir du changement par le vote, désertent les élections qu'ils jugent inutiles. Pour beaucoup, voter ne signifie plus obtenir un emploi, la sécurité ou la justice. Même l'espoir d'un renouveau semble absent. Dans ce contexte, la confiance dans la démocratie s'érode dangereusement. Le risque est immense. Si la croyance dans le système s'effondre, les citoyens finissent par tolérer, voire appeler de leurs vœux, l'intervention militaire. Le recours aux armes devient le signe d'une démocratie vidée de sa substance, où la légitimité s'est dissipée bien avant la prise de pouvoir par la force. Nous sommes à un tournant. Il ne s'agit plus seulement de sauver l'architecture institutionnelle, mais de préserver l'idée même de démocratie. L'Afrique de l'Ouest doit choisir, maintenir l'illusion ou affronter la réalité de ce qui mine sa stabilité. Comment la foi dans les institutions en est-elle arrivée à un point de rupture? Il faut revenir sur les signaux ignorés et les fractures accumulées. Quand la démocratie ne garantit plus ni sécurité, ni progrès, ni justice, pourquoi alors la défendre? Cette question, autrefois taboue, résonne désormais dans toute l'Afrique de l'Ouest. À mesure que les coups d'État se multiplient, ce n'est pas seulement l'ordre politique qui vacille, mais la foi dans la démocratie elle-même qui s'effondre. John Dramani Mahama, ex-président du Ghana, avait pressenti ce basculement. Pour lui, la démocratie ouest-africaine ne tient plus qu'à un fil. À chaque scrutin, la jeunesse vote, mais rien ne change. L'espoir s'étiole, remplacé par le cynisme. Lorsque la confiance dans les urnes disparaît, l'idée d'accepter la prise de pouvoir par les militaires cesse d'être impensable et devient presque inévitable. Comment en est-on arrivé là? Les institutions fragilisées sont rongées par la corruption. Trop souvent, les constitutions sont réécrites pour prolonger le règne des dirigeants, tandis que la répression des voix dissidentes s'intensifie. Dans ce climat, beaucoup comprennent que les règles du jeu démocratique servent surtout une élite, pas le peuple. La CEDEAO, censée défendre les principes démocratiques, a longtemps détourné le regard. Tant que des élections étaient organisées,
peu importer que la justice soit instrumentalisée ou que les libertés reculent. Mais que survienne un coup d'État et soudain, l'organisation hausse le ton. Condamnation, sanctions, menaces. Ce double standard a miné la crédibilité de la CEDEAO. Pourquoi défendre un système qui a cessé de protéger les citoyens? Dans ce vide de légitimité, des figures militaires comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso séduisent de les foules. Ils promettent souveraineté, dignité et reprise du contrôle des ressources nationales. Pour des millions de citoyens déçus, rompre avec les vieux schémas semble non seulement séduisant, mais vital. La preuve, la création de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'unissent, non seulement contre la CEDEAO, mais aussi pour construire des alternatives concrètes. Passeport biométrique commun, coordination militaire renforcée, discussion sur une future monnaie partagée. De nouvelles institutions se dessinent, remettant en cause le modèle démocratique officiel. Tant qu'on s'attaque aux symptômes, les coups d'État, sans traiter la maladie profonde, la fragmentation régionale s'accélère. Chaque initiative alternative érode un peu plus l'autorité de la CEDEAO, la rapprochant de l'obsolescence. La crise actuelle ne menace donc pas seulement l'ordre politique, mais l'idée même de communauté régionale. Devant une telle défiance, quelle réponse la CEDEAO a-t-elle réellement apportée? Et pourquoi ces réflexes hérités d'une autre époque semblent-ils voués à l'échec? Pour comprendre cette déconnexion, il faut plonger dans les failles structurelles de la CEDEAO. C'est là que se joue la survie ou la disparition d'un projet régional commun. Quand l'autorité chancelle, la tentation du bâton s'impose, mais à quel prix et pour qui? La CEDEAO, secouée par la cadence des coups d'État, s'est retranchée derrière un arsenal de sanctions et la menace d'une intervention armée. Fermeture des frontières, gel des transactions, suspension des aides. La diplomatie devient conditionnelle. Chaque geste pesait à la fois pour effrayer les putschistes et rassurer les partenaires extérieurs. Pourtant, à Niamey, à Bamako, à Ouagadougou, la rue ne se soulève pas contre les juntes. Au contraire, elles sont parfois acclamées. Au Niger, malgré les privations imposées par la CEDEAO, la population resserre les rangs autour des nouveaux maîtres, perçoit l'intervention étrangère comme une agression et transforme la sanction en ciment d'unité. Plus la pression monte, plus les militaires se posent en rempart de la souveraineté, retournant chaque mesure punitive en preuve de leur légitimité. Ce paradoxe révèle une faille béante. En frappant fort contre les putschistes, la CEDEAO détourne le regard des dérives d'élus civils. D'un côté, tolérance pour les manipulations constitutionnelles, la fraude ou la corruption. De l'autre, condamnation immédiate et sans appel des militaires. Cette dualité alimente la défiance, nourrit un récit d'affirmation nationale face à la dictature régionale. Dans ce climat de rupture, de nouveaux acteurs avancent leurs pions. La Russie, la Chine, la Turquie. Autant de partenaires prêts à offrir assistance militaire, investissement, discours de coopération égalitaire. Pour les régimes sous embargo, ces alliances deviennent des bouées de sauvetage, mais aussi des outils affichés d'indépendance. La fragmentation de l'ordre international multiplie les options et affaiblit la portée des menaces de la CEDEAO. Le risque est vertigineux. L'escalade verbale et les préparatifs d'une intervention régionale pourraient embraser la zone. Une ingérence serait perçue comme une guerre contre la volonté populaire, validant les accusations de domination extérieure, précipitant la région dans une spirale incontrôlable. Dans cet équilibre fragile, la moindre faute pourrait transformer une crise politique en conflit généralisé, embarquant tout le Sahel et ses voisins dans une instabilité prolongée. À mesure que la tension s'intensifie, le vrai enjeu apparaît. Chaque choix de la CEDEAO façonnera la souveraineté et la dignité de millions de citoyens. L'organisation se trouve à la croisée des chemins face à un dilemme crucial: persister dans la répression ou oser une réforme profonde reconnectant gouvernants et gouvernés. Mais derrière ce bras de fer officiel, une question plus sourde se pose. Où la légitimité populaire trouve-t-elle désormais refuge? Le prochain acte se joue loin des sommets diplomatiques, dans la rue, dans les imaginaires, là où la démocratie doit reconquérir du terrain. Le compte à rebours est lancé. 3 scénarios, un seul choix déterminant, et toute l'Afrique de l'Ouest retient son souffle. La CEDEAO ne peut plus se cacher derrière l'ambiguïté. La région est confrontée à une crise de confiance sans précédent. Chacune des 3 voies possibles engage l'avenir de millions de citoyens. Premier scénario, la réforme véritable. Il ne s'agit pas de changer les apparences ou de publier de nouveaux communiqués. La racine du mal réside dans la sélectivité et l'impunité dont profitent certaines élites, pendant que les institutions et les citoyens restent vulnérables.
Une vraie réforme exige l'égalité devant la loi. Chaque dirigeant, civil ou militaire, doit être soumis aux mêmes exigences de transparence et de responsabilité. Ce n'est pas une simple opération de façade, mais une révolution silencieuse. Elle peut redonner du sens à la démocratie, réconcilier le peuple avec ses institutions et restaurer la légitimité populaire là où elle s'est érodée. Deuxième scénario, maintenir la pression et les sanctions uniquement contre les juntes militaires, tout en épargnant les présidents élus mais autoritaires ou corrompus. Cette option paraît ferme, mais elle est ses piégés. Car frapper toujours les mêmes cibles, c'est renforcer le sentiment d'injustice et d'exclusion. Plus la CEDEAO stigmatise certains États, plus la fracture s'élargit, nourrissant la défiance et la colère. À chaque menace, c'est l'unité régionale qui vacille. Le risque est immense, un éclatement accéléré où chaque pays finit par privilégier sa propre survie au détriment de la solidarité collective. Troisième scénario, recourir à la force militaire pour imposer le retour à l'ordre constitutionnel. C'est la voie la plus dangereuse. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest n'est plus un terrain neutre. Des alliances solides se sont formées et les populations, souvent mobilisées, pourraient pas se retourner contre toute intervention extérieure. L'usage de la force risquerait d'incendier la région, d'entraîner des pertes humaines majeures et d'affaiblir durablement la crédibilité de la CEDEAO. Mais au fond, tout se joue sur un signal unique. La CEDEAO aura-t-elle le courage de sanctionner aussi les présidents élus mais corrompus et autocrates, ou choisira-t-elle le silence dès lors que l'apparence démocratique est sauve? Ce choix tranchera la question centrale. L'organisation défend-elle vraiment la démocratie ou simplement sa routine et ses intérêts? Pour les citoyens et les observateurs, comprendre l'instant est crucial. Le véritable enjeu n'est plus le retour à la routine institutionnelle, mais la possibilité d'une reconstruction de la confiance. Un mauvais choix ancrera la région dans la crise, ou pire, la précipitera dans le chaos. Un choix courageux, au contraire, peut ouvrir la porte à une ère nouvelle, où dignité, sécurité et légitimité retrouveraient enfin leur sens. À ce carrefour, chaque décision pèsera lourd sur la réputation et l'avenir de la région. La CEDEAO n'a plus droit à l'erreur. Ce ne sont pas les coups d'État qui creusent le vrai péril en Afrique de l'Ouest, mais la lente érosion de la confiance. Le vrai signal du changement ne vibre ni dans les décrets, ni dans les chars, mais dans le cœur des peuples. On confond souvent l'ennemi. Ce ne sont pas les uniformes, mais la promesse déçue qui ronge la démocratie. L'état d'urgence brandi par la CEDEAO ne répond pas seulement à l'instabilité visible. Il révèle un séisme plus profond, silencieux, mais redoutable, l'effondrement de la foi populaire dans les urnes et les institutions. Partout, la défiance enfle. Les élections se suivent, sans changer les vies. Le chômage persiste, la corruption s'enracine, et les jeunes, hier pleins d'espoir, doutent aujourd'hui du sens même de leur vote. Quand l'espoir s'éteint, d'autres tentations surgissent, qu'elles portent l'uniforme ou non. Le vrai danger, c'est la perte du sens démocratique. Tant que les institutions semblent servir une poignée plutôt que la majorité, tant que la justice chancelle et la dignité s'effritent, la démocratie se vide de sa substance. C'est cette fracture invisible, plus que les putschs, qui menace l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO se trouve au carrefour. Soit elle s'arc-boute sur une vision punitive, technocratique de la démocratie, et se berce d'illusions de stabilité par la sanction. Soit elle affronte le malaise de face, répare la confiance, redonne du poids à la voix citoyenne et exige non seulement des élections, mais des résultats tangibles pour les peuples. Se tromper de diagnostic, c'est condamner la région à un cycle sans fin de crise et de règlement de comptes. Mais voir le vrai signal, c'est ouvrir la voie à un nouveau contrat démocratique, bâti sur l'écoute, la rigueur et la responsabilité partagée. Ce choix ne revient pas qu'aux chefs d'État ou aux diplomates. Il appartient aussi à chaque citoyen, à chacun de nous qui observe, questionne, débat, refuse d'abandonner la partie. La vraie question n'est plus seulement qui gouverne, civil ou militaire, mais comment et pour qui. Interrogeons chaque réforme, chaque promesse, chaque décision. C'est ainsi, et seulement ainsi, que l'Afrique de l'Ouest pourra retrouver sens, vitalité et dignité. La survie de la CEDEAO et plus largement de toute l'idée démocratique dans la région dépend de cette lucidité. Soyons exigeants, veillons aux vrais enjeux, discutons sans peur. Le signal du changement se trouve moins dans les casernes ou les sommets que dans la capacité à réinventer ici et maintenant ce que peuples souverains